Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eric Wurtz, actuel président de l'Union des créateurs Lumière, et je serai modérateur de cette table ronde consacrée à la caractérisation de la lumière LED. L'Union des créateurs Lumière a répondu à l'invitation de Jean-François Thomelin, directeur des éditions AS et organisateur des JTSE, que je vais remercier en premier lieu. Et je vais remercier également les participants de cette table ronde. Donc à ma droite, nous avons Renaud Corler, responsable de l'éclairage scénique au Théâtre du Châtelet. Bonjour. Ludwig Lepage, chef de produit chez Robert Julia. Bonjour. Et Philippe Roy, coordinateur de projet de terrain chez ETC. Bonjour. Bon, en premier lieu, je vais introduire un peu cette question de notre point de vue en tant que créateur lumière, en disant que la lumière LED continue de bouleverser le domaine de l'éclairage actuellement, et que pour caractériser ses qualités, il est nécessaire de disposer de nouveaux indicateurs en termes de rendu, de spectrographie et de comparaison avec les autres sources existantes. La question de la qualité et de sa caractérisation est centrale dans la mesure où la lumière LED souffrait au début de son apparition dans le champ du spectacle de beaucoup d'a priori négatifs qui sont avérés injustifiés au fur et à mesure de l'amélioration impressionnante de la qualité des sources utilisant ce type d'éclairage. Et donc, sont en train de complètement changer notre appréhension de la création lumière. Et finalement, dans un espace de temps assez restreint qui est relativement récent. Et on peut constater qu'actuellement, ces a priori plutôt négatifs qui régnaient chez nos interlocuteurs, metteurs en scène, chorégraphes, voire directeurs de salle, récemment, l'Union des créateurs Lumière a été en discussion avec la direction du Syndéac qui se posait vraiment la question de quelles seraient les incidences de ce changement de type d'éclairage. Et nous avait quand même fait retour encore de cette question de ces a priori. Mais on voit que là, actuellement, maintenant, c'est en train de changer complètement. Et même nous, créateurs, on est très intéressés par justement les possibilités offertes par ce nouvel éclairage. La chose qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est la modification de l'émission de la lumière, c'est qu'on passe véritablement... Donc, nous sommes issus, enfin moi je suis par exemple issu d'une ère historique où l'incandescence était dominante. Et l'incandescence, il faut comprendre que c'est une émission de photons grâce à l'élévation de la température d'un corps. Et la luminescence, c'est très différent puisque c'est un phénomène qui n'est pas thermique. Alors ça c'est assez essentiel et c'est d'ailleurs pour cela que dans l'éclairage public, on a interdit l'utilisation de lampes incandescentes en rapport avec notre problème de rendement énergétique. Donc ce changement qui est très fondamental est quelque part tout à fait passionnant. Et j'ai pensé à inviter Renaud Corler parce que finalement, moi, la première fois où j'ai vraiment travaillé avec un équipement 100% LED, c'était au Théâtre du Châtelet parce que tout l'équipement est réalisé avec des appareils à LED,
Donc énormément de motorisés avec un parc très important. Donc cette expérience, je l'ai faite en 2020, juste avant le Covid. Et c'était finalement très très excitant. Et depuis, dans ma pratique, évidemment, je m'aperçois que nous sommes confrontés de plus en plus à l'utilisation de ce type de source. Donc je vais demander à Renaud comment il a élaboré sa prescription quand justement après la rénovation du théâtre du Châtelet, et quelle était justement en termes de qualité, sur quoi pouvait-il s'appuyer à cette époque? Alors en fait, on a fait des choix, on avait un cahier des charges, financier évidemment, mais aussi surtout de température de couleur. On s'est basé sur l'IRC en fait, l'indice de l'époque, pour définir quel type de source on allait acheter pour le plateau et pour la salle. Donc pour le plateau, on a décidé de prendre des Solaframe 3000 pour leur puissance. Et en salle, on a mis des robés, mais c'est que des robots en fait. Voilà. Après, pour les cyclos, on a qu'on appelle ça. Je ne suis pas habitué à parler en public. On a des Dalis pour le cyclo et des lustres 2 pour les latéraux. Voilà, c'est à peu près le parc qu'on a actuellement. Qu'est-ce que je sais pas. On pourrait rajouter quand même tous les. Oui, tu as parlé des Solaframe. Bon, en fait, les quantités sont assez importantes. Donc, en fait, il y a bien 40 robes Tier-One dans la salle. OK. Il y a 40 Solaframe au plateau. 3000. C'est ça, au plateau. 72 lustres 2. Ouais. 32 Dalis. Ouais. Et puis après, on a conservé les sources HMI parce que ça, on n'a pas pu les remplacer. Et les parts, qu'on n'a pas pu remplacer non plus. Et des tubes et des LDDE aussi. Ah oui, on a, exact. Pardon. Des Spectra. On a des Spectra Connect et aussi la rampe LDDE slim, ultra slim pour l'avant-scène aussi. Alors donc, ça vous permet de rebondir justement sur le passage comment ça entre l'évaluation indice de rendu de couleur et ce nouveau type d'évaluation qui est la TM30. Donc je vais peut-être demander à l'un de vous deux de nous expliquer un peu de quoi il s'agit, ce changement de critères de qualification. On va sauter la température de couleur. Non, mais je pense je crois que le premier critère que tu as mentionné, c'était la température de couleur, justement. Donc on peut peut-être commencer par la température de couleur. Parce que la température de couleur, ça parle peut-être à pas mal de monde. Mais la température de couleur en elle-même, elle ne veut rien dire. La température de couleur, je pense que beaucoup ont été confrontés à avoir 2 projecteurs blancs de même température de couleur. Et en fait, il y en a une qui est un peu plus rosée, l'autre un peu plus vert. Et on perçoit quelque chose de différent. En fait, techniquement, elles ont la même température de couleur. Ce qui va différencier, c'est leur position par rapport au point noir. Donc, si on regarde ce graphique, on a le triangle des couleurs. C'est la représentation 1931. Je sais que c'est pas la meilleure, Pilou. Et donc, on peut voir toutes les températures de couleur qu'on peut atteindre. On va partir dans les 1000 Kelvin et on va aller jusqu'à 10 000 Kelvin. Et pour un point donné, on a ces lignes qui ont un certain angle par rapport où la température de couleur va toujours être la même sur cette ligne. Et la différence du point mesuré jusqu'à la courbe du corps noir, c'est ce qu'on appelle le delta UV. Et c'est ce qui va définir donc le côté plus vert ou plus magenta d'une lumière blanche. T'es d'accord avec moi? C'est parfait. Vous voyez tous les couleurs, c'est en noir et blanc. Ah, le rouge dans le coin et le vert tout là-haut. Donc, plus communément, ce qu'on appelle le minus green, plus ou moins minus green, généralement, ça permet, si c'est bien fait, de se déplacer sur cette ligne. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette ligne, elle a toujours une orientation en plus qui dépend de sa température. Donc, ce qui rend plus complexe les calculs. C'était pour rejoindre Renaud, il a dit, on a choisi les Solaframe 3000. Donc déjà, c'est important, c'est pour ça. C'est les sources de LED blanches, alors que tout le reste de ton parc, c'est de la couleur pour faire du blanc et de la couleur. Voilà. Et moi, j'avais une question. C'était pourquoi vous avez choisi la dalle ultra bright? Parce que le Solaframe 3000, il y a 2 dalles. Soit on choisit une dalle qui fait beaucoup de lumière,
qui est celle qui a été choisie, et Renaud a fait le choix que quasiment tout le monde fait. Mais il a un défaut, c'est qu'il est très froid. Oui. Et il désature un peu la couleur. On va revenir avec le diagramme suivant pour l'explication. Alors, et l'autre dalle que vous n'avez pas choisi et que peu de monde choisit, c'est celui qui fait une belle lumière, donc à un équilibre plus juste, mais par contre qui est moins lumineux. alors la raison elle est simple, c'est qu'il fallait qu'on ait de la puissance au plateau parce que les solars ont été achetés principalement pour faire du contre. Donc c'était pas grave si on n'avait pas une qualité extrême pour la gestion des pots en fait. Alors que si on avait dû les installer dans la salle, on aurait choisi l'autre modèle, effectivement. C'est uniquement une histoire de puissance. On passe sur le deuxième outil. Allez, on y va. Ouais, alors, c'est IRC et TM30. Ça, je pense que c'est un débat qui me paraît très fondamental parce que c'est pas du tout la même qualité d'indice. Et donc, pour moi, il y a vraiment un saut qualitatif là-dedans qui est venu du fait, effectivement, que en introduisant les sources LED, l'émission lumineuse a changé. Donc, il y a des problématiques liées au rendu du rouge, notamment. Mais surtout, on voit très, très, très bien que c'est un indice qui est beaucoup plus complexe et qui rend nettement plus compte de la question du rendu de couleur. Voilà. Ludwig, tu nous fais l'IRC. Ce qui est important à voir, c'est que l'IRC, on a 15 bandes, mais la moyenne générale qu'on utilise, qu'on trouve partout, RA, et que sur les 8 premières. Donc on a 8 couleurs références. Donc comment ça marche ? C'est une lumière source de référence qu'on vient appliquer sur des échantillons de couleurs et on prend le modèle à mesurer et on regarde la différence de réflexion entre les deux. Qu'est-ce qui est absorbé et qu'est-ce qui est réfléchi. Et donc on définit la qualité de la lumière comme ça. Donc le problème le plus courant, c'est qu'on voit sur les 8 premières couleurs, on a une certaine gamme de couleurs, mais on n'a pas de rouge, par exemple, dans ce qui a été mentionné à l'instant. On n'a pas de bleu saturé. On n'a que certaines gammes. Donc, effectivement, des fois, ce qu'on se rend compte souvent, notamment avec la LED, c'est qu'on peut avoir un IRC élevé, au-dessus de 90, mais avoir des rouges catastrophiques. Puisqu'on peut voir que même, on peut avoir des sources qui sont de très mauvaise qualité. On le verra, je crois, après, il y a un exemple, où le rouge est négatif. Donc concrètement, non, je crois que j'en parlerai après. J'ai un exemple de composition spectrale. TM30 ? Allez, vas-y. C'est moi qui fais le TM30. Alors le TM30, c'est un diagramme circulaire. Et déjà, on va parler de l'échantillonnage. Donc il y a 8 échantillons qui sont utilisés pour donner la valeur ERA, qui est celle qui est utilisée le plus commun pour parler de la qualité de la lumière. Ça date d'il y a longtemps. Grâce à Gérald, on sait pourquoi. Et l'IRC, c'est un système avec 99 couleurs. Donc 99 versus 8... Pardon ? La TM30. La TM30, elle est basée sur 99 couleurs par rapport à l'IRC qui utilise les 8 premières. Donc déjà, pour tricher, c'est difficile. Ça, c'est quand même intéressant. Et donc, c'est plus représentatif que ce qu'on peut obtenir. Et ensuite, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Ludwig, j'aime bien ce que tu expliques sur le spectre à la fin. Moi, je vais juste plus expliquer le circulaire. Le diagramme circulaire, il va nous indiquer donc, le corps noir. Donc, la source idéale, c'est le trait noir sur le cercle. Et si mon tracé rouge, qui est ma source réelle, donc là, j'ai une source chaude, on est en 2980 Kelvin. On a un petit delta UV, il est positif. Donc, elle va peut-être tirer un poil côté un peu vert. Et donc, on voit que globalement, on va être un tout petit peu à l'intérieur du cercle. Quand on est à l'intérieur du cercle, ça veut dire que les couleurs sont légèrement désaturées. Plus ça rentre, plus c'est désaturé. Et ça va nous donner les coefficients RG, la saturation, qui va de 60 à 140. Ok, la saturation parfaite de moyenne sur 99 couleurs, c'est 100. Donc plus de 100, c'est saturé. Peut-être on a une. En tout cas, nous, on a des projecteurs qui donnent des fois des rendus plus saturés. Et puis, deuxième coefficient très intéressant, RF, coefficient de fidélité, qui idéalement pourrait être à 100 pour le corps noir, et là qui est à 92. Et enfin, sur le diagramme, vous avez des petites flèches. Plus les flèches sont longues, ça va vous montrer, on est parti d'une source LED blanche, une source de LED composée par soit du blanc, soit un mix de couleurs, qui produit de la lumière blanche.
Et ensuite, on va éclairer donc les index qui sont en bas. Et on peut percevoir des couleurs différentes, c'est-à-dire qu'on peut voir peut-être que le rouge va paraître un petit peu magenta ou que l'orange ou l'ambre va paraître un peu jaune. Donc c'est les petites flèches qui sont dessinées. Ça nous donne une idée très rapide de est-ce que la source va être fidèle et puis est-ce que les couleurs vont être saturées, désaturées. Alors on va prendre le cas du Solaframe 3000. Il va avoir un coefficient de fidélité qui va être aux alentours de 70, mais il va aussi avoir un coefficient de saturation de l'ordre de 90. Donc les couleurs vont surtout être un peu plus désaturées par rapport à la version haute fidélité qui, elle, aura un indice de 92 ou 13 et qui aura un coefficient de saturation de 99 ou 100. Donc les couleurs étant plus justes au niveau de la saturation, elles paraîtront beaucoup plus proches de ce qu'on aurait avec de la lumière du jour, un jour où il fait beau. D'accord. Ça veut dire qu'actuellement, dans les données que vous fournissez en tant que fabricant d'appareils d'éclairage, ces éléments-là, ils sont dans les données que vous fournissez. Donc on peut... il faut descendre les pages. Voilà, c'est ça. C'est pas sur la première. On peut s'y référer pour évaluer les qualités et les différences entre les appareils. Voilà. Il y a une petite chose qui est importante aussi. On entend des fois dire « Ouais, mais RA et RF, c'est la même chose. » Non, c'est pas la même chose parce que parfois on a l'impression que le chiffre est identique, mais on n'est pas du tout sur le même référentiel. Donc vous pouvez pas comparer les deux. Et puis il faut pas oublier que ce sont des moyennes. Donc là, on le voit, c'est en fait puisque manipuler 99 échantillons, c'est compliqué. Donc c'est regroupé en 16 bandes. Et la moyenne du RF est sur les 16 bandes. Donc on peut très bien avoir une partie qui est très en dessous et une autre partie qui est très au-dessus. Et la moyenne fait une bonne valeur. C'est sur la composition. Si tu veux on peut passer à la suite, oui. Donc là, par exemple, ici, c'est comparaison, c'est le même projecteur. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est le même projecteur, mais réglé de deux façons différentes. Et ça va rejoindre ce que disait Pilou sur le mode haute intensité. Et en fait, là, le projecteur est réglé alors sur la gauche en haute fidélité, et ici, on va être en haute intensité. Donc, on voit que sur le spectre, on est beaucoup plus... le spectre du haut va être beaucoup plus complet. Et donc, c'est la partie gauche qui est la haute fidélité, et on va le ressentir sur les chiffres, alors qu'en bas, on va avoir des pics. Oui, si je ne me trompe pas. Et donc, sur la partie droite, vous allez voir qu'effectivement, on a une... En colorimétrie, on va mince, j'ai oublié le mot. Ce que tu disais, on va... Le gamut qui va être au-dessus. Là, ça va sursaturer. Sursaturer, voilà. Ça fait rose cochon, ça, dans le rendu de la peau. Vous avez sans doute déjà vu. Les projecteurs RGB, on ne va pas dire d'où ils viennent, mais tout le monde a compris. Quand vous les allumez, souvent le bleu utilisé, c'est un bleu UV. On adore le bleu intense, mais du coup, quand on met les trois, ça fait une teinte rose cochon. Sur les Européens pâles comme moi, c'est pas bon, c'est moche. C'est typiquement le genre de source. En tout cas, ce genre de réglage. Et on voit que sur l'IRC, on a ce que je disais tout à l'heure, on a un rouge négatif. Alors que de l'autre côté, on arrive à quelque chose de beaucoup plus constant et homogène. Ça, c'est bien le même projecteur avec deux réglages différents. C'est le même projecteur avec deux réglages différents. Donc là, et on le voit, on est quasiment à la même température. Un est à 3900 Kelvin et l'autre à 3800. Donc ça, c'est le point important, c'est que ce qu'on perçoit en couleur, donc c'est pour ça que le point colorimétrique, si on a tous par défaut, on fait la démo sur un mur blanc, les deux projecteurs, le problème, c'est que les deux projecteurs, là, sur un mur blanc, on va percevoir la même chose. Par contre, si on éclaire quelque chose, la peau de Pilou, le rendu sera totalement différent, puisqu'il va nous manquer des informations sur le spectre de droite, il va manquer des informations. Alors oui, il sera plus puissant, mais il va manquer des informations, et la perception, le rendu de couleur, la lumière qui sera renvoyée par Pilou sera totalement différente. Oui, très intéressant.
Après, oui, alors donc on a bien un changement de critères de qualification avec un nouvel indice. Hein. C'est bien de ça dont il s'agit. Ok, qui est beaucoup plus utile avec on va dire l'éclairage luminescent ou... Il y a le fait que, enfin, il y a l'indice en lui-même, mais il y a aussi tous les diagrammes qui sont dessus, et notamment le spectre. Et si je reviens juste sur la présentation d'en haut, vous voyez, on pouvait voir en haut où on a le spectre de la lumière. En noir, c'est la courbe de référence qui est l'halogène. Donc on voit qu'il y a un spectre complet. Et on voit que là, la lumière, en l'occurrence, qui a été testée, on est très proche de ce spectre. Il y a très peu au-dessus ou en dessous. Donc on sait que c'est quelque chose qui va se comporter très proche de l'halogène. Il manque les infrarouges, forcément, puisque c'est ce qu'on veut éviter en termes d'efficacité énergétique. Mais on est très proche d'une courbe halogène. Donc c'est un ensemble, il faut pouvoir lire l'ensemble des données pour pouvoir comparer les projecteurs. Bien sûr. Alors après, peut-être qu'on peut se revenir un peu sur cette question de la qualité auprès de nous en tant qu'utilisateurs. On est confronté à un problème de reproductibilité de l'éclairage du fait qu'on est confronté à une diversité de sources qui est devenue beaucoup plus importante que précédemment. Donc précédemment, nous avions comme référence, on va dire, la lampe à incandescence, qui était vraiment un standard interne, enfin un type de lampe qu'on retrouvait absolument partout sur la planète, en fait. Et on pouvait venir dans un théâtre et avec une gélatine particulière qui allait pouvoir être, dont la qualité de coloration allait pouvoir être produite partout. Maintenant, quand on définit une couleur avec un certain type d'appareil à LED, qui déjà au départ peut être une dalle blanche ou une dalle couleur, on a et avec la particularité du fabricant, on a un type de coloration bien particulière. Ça fait référence justement à la dimension de la qualité spectrale. On va dire, il y a un terme qui a apparu qui s'appelle la signature. Donc il y a bien une signature de chaque appareil qui correspond à son spectre, enfin à la qualité de son spectre lumineux. Donc, comme on va se retrouver dans une autre salle avec peut-être un autre type d'appareillage qui n'aura pas les mêmes critères, donc on le voit très bien avec la même source, on n'a pas le même rendu, donc on a un vrai problème de standardisation en fait. Mais il semblerait que maintenant, grâce finalement à la gestion informatique, c'est-à-dire là on est sur le jeu d'orgue, au niveau du jeu d'orgue, on commence à arriver à retrouver des standards du fait de la progression de cette question-là chez les fabricants. Alors, il y a deux notions qui sont pas visibles, mais qui sont effectivement du calcul informatique. Il y a le côté que les projecteurs... Alors, si c'est de la dalle de LED blanche, on peut rien faire. C'est le triage, le binning. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler après, mais voilà, donc en fait... Ludwig, tu as peut-être l'expérience, tu peux peut-être plus raconter que moi. Moi, j'ai jamais connu ça. En fait, on choisit le triage, la qualité de tri des LED au niveau de son porte-monnaie. Hein. Plus on est riche, plus on peut avoir un super triage. Et donc, du coup, c'est comme ça que sont choisies les LED blanches. Et une fois que c'est choisi, c'est fini. On fait le projecteur avec. Et donc, on a forcément une tolérance. Hein. Il y a le bac A ou le bac B. Si on a acheté le bac A, on aura la tolérance machin. Si on a le bac B, ce sera une autre tolérance de LED. Donc, si les projecteurs sont à base de LED blanche, c'est définitif. Et donc, ils ont forcément une tolérance. Elle est marquée dans les docs. Et donc, il peut se faire qu'on voit des petites différences et on ne peut rien faire parce qu'elles sont toutes blanches du même bac. Si on fait des projecteurs LED couleur, alors du coup, on n'a pas d'illustration, on va aussi elles vont être aussi triées, mais à la fin, elles vont toutes être mélangées. Et quand on mélange plusieurs couleurs, ce sera encore plus dur de produire le même blanc. C'est-à-dire que si vous prenez un projecteur qui contient 30, 40, 60, 80, 90 LED, multiplié par le nombre de couleurs, quand on va tout allumer, ce sera même pire qu'en blanc. En blanc, ça va à peu près tous ressembler. On verra des petites différences, que là, il y a un appareil merveilleux pour voir des petits défauts de genre. Et en couleur, ça ne va pas marcher du tout. Donc, les projecteurs chez ETC,
ils vont être calibrés. En français, on dirait plutôt étalonnés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre les LED qu'on va payer pour qu'elles soient triées correctement, mais il y a une tolérance. On va tout assembler, et une fois que le projecteur il est fini, on va aller mesurer le spectre qu'il va produire. Donc, il va avoir une image particulière, et donc il y aura un rendu avec une courbe qui sera un petit peu différente pour chaque source. Une fois qu'on a ça, on va aller ajuster, c'est-à-dire qu'on va rajouter des petits limiteurs à chacune des composantes de LED. Donc si vous êtes sur un 4 couleurs, vous ajustez la puissance de chacune des LED pour venir correspondre à une température de couleur donnée et aller chercher un delta UV le plus proche de 0 pour faire que tous les projecteurs qui soient faits avec les mêmes LED, donc les mêmes couleurs de LED, qui sont toutes un petit peu différentes à cause du binning et du prix, pour qu'ils puissent tous partir du même point. C'est ça qui va permettre de garantir qu'une fois que les projecteurs sont calibrés, je vais pouvoir les utiliser tous ensemble et qu'ils me produisent tous le même blanc. C'est là qu'on verra beaucoup les différences. Et puis après, qu'ils puissent produire aussi les mêmes couleurs. Donc ça, c'est qu'une base qui est quand même très importante. Ça ne change rien à la signature. La signature, c'est le nombre de LED. En gros, c'est la richesse ou la pauvreté du spectre de chacune des sources. Un projecteur à 8 couleurs, elle va être plus riche au niveau de son spectre, s'il est fait correctement, qu'un projecteur qui va être sur une base de 4 couleurs ou pire 3 couleurs. Oui, c'est ça la notion qui est très importante à l'heure actuelle, c'est qu'on peut maintenant, avec des projecteurs qui sont très bien gérés et calibrés, où on a vraiment un référentiel en couleur absolue, on arrive à avoir le même point colorimétrique. Donc si on mesure sa température et son delta UV, on peut avoir 2 projecteurs qui ont la même couleur. Par contre, la composition spectrale sera toujours différente parce que chaque LED a sa propre signature. Donc il y aura forcément un moment sur un rendu de peau, sur un rendu de décor ou de costume, il peut y avoir une légère différence. Et ça veut aussi dire qu'il ne faudra pas mixer sur une face, sur des latéraux, sur des contres, différentes technologies. Il faut que les signatures soient identiques ou extrêmement proches sur la même gamme. Parce que sinon... Alors effectivement, sur un problème pneumatique de compte, ce sera peut-être moins flagrant. Mais dès l'instant où il va y avoir du costume, du décor, du bois, enfin pas des surfaces uniformes, ça va forcément se voir. Bon, de toute façon, le grand problème, c'est la carnation, donc de la peau. Ça, c'est sûr que c'est là où on a le plus de difficultés. Autant on peut reconstruire quelque chose où cette question de rendu des couleurs, enfin de qualité spectrale pose pas trop de problèmes puisque c'est une construction, on va dire géométrique dans l'espace sur le plateau. Mais quand il s'agit d'éclairer le visage d'un comédien, là, ça devient beaucoup plus difficile en fait. Donc on a beaucoup de surprises, on a beaucoup plus de surprises qu'avec une source incandescence qui est plus ou moins standardisée, avec évidemment des différences suivant la vieillesse de la lampe, etc. Et on rencontre des problèmes si effectivement sur le plateau on a, par exemple, c'était assez clair Théâtre du Châtelet, dalle blanche sur le plateau et dalle couleur dans la salle. Et là, c'était compliqué. On a passé beaucoup de temps à essayer de travailler les colorations pour que qu'on n'ait pas des dominantes comme justement un magenta qui apparaissent très important et une carnation bien particulière. Donc moi, la question que je me pose, c'est dans l'avenir, là, on voit quand même alors, il ne s'agit pas nécessairement d'essayer de retrouver effectivement le spectre de l'incandescence, mais on voit qu'en additionnant le nombre de LED, dans tous les cas, donc le nombre et en complexifiant le spectre, la qualité est devenue nettement meilleure. Donc, quel est l'avenir de ça, quelque part? Est-ce que ça va continuer à évoluer? Je crois qu'il y avait quand on avait préparé cette réunion, on avait discuté d'un élément qui était... je vous avais posé une question en tout début, qui était... Laquelle? C'était de savoir pourquoi l'halogène dans le spectacle. Moi, je peux te répondre, c'est assez clairement, c'est parce qu'en fait, la référence, c'est quand même l'homme et son environnement, et que c'est la lumière solaire, au départ, qui est notre référent principal. Ensuite, comme finalement l'incandescence, c'est la combustion, donc ensuite, il y a eu l'apparition du feu. Okay. Et si on voit comment ça s'est passé finalement techniquement, ensuite on a utilisé le gaz et ensuite on a découvert qu'en chauffant un filament, on pouvait émettre des photons. Et donc on est toujours dans le même registre. C'est-à-dire,
Et donc, dans une composition spectrale qui est bien particulière, qui est de toute façon continue, croissante et beaucoup plus importante dans les rouges. Donc en fait, ça c'est un élément culturel finalement, qui est donc une influence culturelle. Mais parce que notre influence finalement principale, c'est le soleil et ses différentes variations de température et de coloration suivant la journée. On le voit bien, c'est notre référent principal. Et finalement, c'est ça qu'on partage. Oui, mais si on regarde le spectre de l'halogène, en fait, il est loin du spectre de la lumière du jour. On peut le voir comme ça. Mais le fait que finalement, en tous les cas, que ça soit de la lumière thermique, en fait, que ça soit une forme de combustion, c'est ça qui est assez fondamental. Et avec la luminescence qui est apparue avec les tubes fluorescents, les lampes à arc, etc., il y a quelque chose d'autre qui s'est produit, qu'on a utilisé, nous, justement, pour leur différence. C'est pour ça que la question c'est pour ça qu'on finalement ces différences. Je discutais avec un confrère qui considérait qu'effectivement tel type d'appareil, il allait finalement être plus intéressant dans une certaine dominante de couleur. Et donc il va choisir tel type d'appareil pour cette qualité-là. Donc c'est un peu des outils aussi. Donc qui, par leurs caractéristiques optiques et leurs caractéristiques spectrales, nous intéressent. Comme, effectivement, quand on a, dans le monde du spectacle, utilisé la lumière du sodium, qui est vraiment une seule fréquence, pour justement cette qualité particulière et les dramaturgies que ça peut opérer. Voilà. Par contre, ce qui reste assez fondamental dans la problématique, c'est cette question un spectacle, il est créé quelque part avec certains outils. Comment va-t-on faire pour pouvoir garder une continuité du dispositif et des choix colorimétriques, de teintes et les différentes qualités. Voilà. Écoutez... Eric, il y a deux choses. Alors, on ne va pas rentrer dans l'histoire des consoles, mais il y a un point qui est intéressant par rapport au côté halogène, c'est que les découpes, le projecteur LED, même sur une basse couleur, pour pas faire d'infrarouge, pour pas faire du chauffage, pour pas produire de la chaleur au lieu de faire de la lumière, donc on a rogné l'extrême. Mais comme il y avait cette demande de dire il faut que les projecteurs ils produisent quelque chose de plus pour le côté carné, c'est ça qui a été rajouté dans la série 3, c'est la LED rouge profond, qui normalement sert à faire pousser des plantes, a été rajouté dedans pour venir rajouter le côté, l'illusion de l'halogène, où on dit « Ah, mais c'est l'halogène qui donne ce chaleur ». Donc cette LED rouge profond, on en a rajouté quelques-unes dans tout le spectre, qui viennent se rajouter au bout, c'est juste pour donner ce côté de l'halogène qu'on en attend de la lumière, pour, pas dire cacher, mais en gros, c'est un peu le genre de manipulation, en fait. Exactement. Alors là, c'est peut-être le moment d'engager le dialogue avec la salle, puisque théoriquement, on a 1 heure d'imparti. Oui. Préciser quelque chose d'important par rapport à ce que tu disais sur comment on fait quand on est dans une salle et qu'on va en tourner. Ce qui est fondamental, c'est que la LED, elle n'a pas toutes les couleurs du spectre. Et en conséquence, s'il n'y a pas, on peut mettre toutes les gélatines qu'on veut, ça ne fera pas à revenir ce qu'il n'y a pas. S'il n'y a pas de sel dans la bouffe, il n'y a pas de sel dans la bouffe. Et donc, la solution, c'est de tourner avec ces projecteurs. Parce que là, on est sûr de ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, quand on va partir en tournée, on a ce problème de se poser la question, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas? Si vous partez en tournée et que vous faites de la bouffe, si vous devez faire une tarte et que vous arrivez dans le théâtre et il n'y a pas de four, vous n'allez pas faire de tarte. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais comme dessert équivalent qui va pouvoir permettre d'avoir la continuité de ce qu'on veut proposer aux clients. En conséquence, il faut s'adapter. Et ce n'est pas vrai qu'on va réussir à trouver des LED équivalentes. Elles ne sont jamais équivalentes. Non, c'est ce que je disais. On va trouver un point colorimétrique, équivalent, mais le spectre en lui-même
De toute façon, on ne peut pas, puisque le but c'est de gagner en efficacité, donc il y a forcément des longueurs d'onde qu'on va supprimer. On va supprimer. Deuxième chose, à propos de l'infrarouge culturellement dans le spectacle, il était fondamental. Ça fait partie de l'invisible qu'on ressent. Et quand on enlève l'infrarouge, on enlève toute une partie conviviale que le spectateur ressentait. Et donc on se retrouve maintenant avec des situations où le spectacle a l'air plus froid, et il est réellement plus froid qu'il n'était. Donc il y a des moments où il faut se poser la question d'aller mettre 2 radiateurs infrarouges comme projecteurs, pas comme parce que tout d'un coup on a besoin de ce sentiment de chaleur autour de cette aura de chaleur autour des personnes. Donc il faut se poser la question, la LED c'est bien, mais utiliser un projecteur infrarouge, finalement c'est comme le temps où on utilisait la lumière noire. Et donc il ne faut pas s'interdire de mettre de l'infrarouge si on en a besoin, comme de n'importe quelle autre source lumineuse. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui interdit l'utilisation de l'halogène. Il n'y a rien qui interdit l'utilisation de l'halogène. Ah non? Alors, dans le spectacle vivant, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible pour combien de temps? Pour au moins 5 ans. Pour au moins 5 ans. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous a poussé, fabricants, à aller si vite à nous produire des instruments que nous ne pouvons pas contrôler en radiométrie et que nous ne pouvons plus contrôler en ombre spectrale? Et je veux dire ombre spectrale, c'est-à-dire, avant j'avais un projecteur avec une seule ombre portée, maintenant j'ai un projecteur, il me fait 30 ombres. Et vous croyez qu'au théâtre, on ne voit pas ça? Ça se voit sur un visage. Tu parlais de carnation, c'est même pas la question de l'infrarouge. Sur un visage, je vois bien qu'il y a 30 ombres. Là où j'éclairais Maria Cazares avec une seule ombre portée. Et ça se sent, bordel de nom de Dieu. La Pour perte les de vieux l'ombre, cons, oui, voilà. oui, mais la Comme perte nous. de l'ombre, c'est sûr. Alors attendez, il paraît quand même que le 5 kg de... Alors, Cette histoire du TM30, il vient de l'imprimerie, il vient de la vidéo, il venait originellement de la teinture. Qu'est-ce qui vous a fait de prendre ce critère-là, de rendre si complet? C'est 2 problèmes. Que nous ne pouvons pas partir en tournée tranquille avec notre bloc de gélatine et retrouver, même si aucune lampe halogène n'est stabilisée en température de couleur, en longueur en durée de vie et tout le bordel, c'était simple, c'était plus ou moins simple quand même. C'est 2 problèmes différents. Là, sur le TM30, ça évalue la qualité de la lumière, le rendu en termes de couleur. Là, l'histoire des ombres, c'est de l'optique géométrique. C'est un problème de mélange de la source. Parce que vos sources, elles mélangent tout. alors attention, parce que là, maintenant, on a quand même des appareils qui ont de grande puissance, qui ont une seule LED. Donc, je peux te dire que l'ombre... Pas la même au TM elle sera... Urban, et pas la même au Châtelet, et pas la même... Oui, mais bon... Là, c'est ce qu'on disait, c'est un problème de signature. En fait, le grand intérêt de l'halogène, c'était... La référence, c'était une source unique qui était référencée pour tout le monde. Et donc, c'était très facilement, très reproductible. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on regarde les tournées anglo-saxonnes, elles vont utiliser... C'est pas du théâtre. Même en théâtre. Spectacle vivant au sens on l'entend en France. Alors attends, Laurent, je pourrais t'opposer quand même quelque chose sur cette question-là, parce que je trouve que tu as... Enfin, si je puis me permettre, si tu veux, il faut quand même saisir que finalement, c'est Claude Régis, on connaît bien sa relation avec la lumière, c'est Claude Régis qui est le premier à vraiment utiliser la lumière LED pour ses derniers spectacles. Et donc, il les a utilisés dans sa potentialité, c'est-à-dire avec la possibilité de travailler la couleur d'une façon complètement différente. Et j'ai vu que le PSOA, là, je me souviens plus du titre, et un autre qui était
à la ménagerie de verre dans l'espace off, donc qui était éclairé par des LED, par de l'éclairage LED, avec une utilisation de la couleur totalement incroyable. Donc il y a quand même des qualités là-dedans. Donc il y a plein de qualités, d'accord. Et là, concrètement, pour le moment, où en sommes-nous d'un point de vue de la norme européenne? Donc on a bien une dispense, on va dire ça comme ça, pendant 5 ans. Une exemption. Une exemption, la oui. dernière réglementation, où tout ce qui était halogène utilisé dans le théâtre, en fait, c'est un critère basé par rapport aux douilles et l'utilisation au théâtre. Donc, on va retrouver les principales douilles GX95, G22, GY16, qui permet encore l'utilisation, la mise sur le marché, parce que ça ne bannit pas l'utilisation, mais ça bannit la mise sur le marché de lampes. Donc, on a une exemption à ce niveau-là. La réglementation Eco-Design, c'est un process qui se renouvelle tous les 5 ans, effectivement. Elle est rentrée en action mi-septembre de l'année dernière. Donc là, pendant les 5 prochaines années, il n'y a pas de restrictions. La seule restriction, c'est des restrictions économiques, parce que les fabricants de lampes sont de moins en moins intéressés à fabriquer des lampes, mais il n'y a pas de restrictions réglementaires sur le marché. Ce process se renouvelle tous les 5 ans, à la différence de la dernière fois où on a subi un texte qui a été pondu et on s'est rendu compte que même les projecteurs LED que vous avez, quasiment tous les projecteurs qu'il y a dans la salle à côté étaient interdits de commercialisation en Europe. Et même les LED, il n'y aurait eu que les décharges et les 5000 watts halogènes. Les 5000 watts halogènes, ça passait. Donc on s'est réunis à plusieurs associations en Europe. On a été reçus par différentes commissions européennes. On a pu expliquer l'impact que ça avait. Clairement, ils se sont rendus compte que les experts mandatés pour faire l'étude n'ont quasiment pas considéré notre industrie parce qu'elle est très petite. Pour eux, un opéra, c'est 200 projecteurs fois 2000 watts fois 8 heures par jour. C'est ça la consommation d'un théâtre. Donc on leur a expliqué notre travail, on leur a proposé notre soutien. Donc maintenant on travaille en amont. Il y a des experts seulement qui viennent d'être nommés pour la prochaine version de texte. Donc on est consulté en avance et on peut discuter avec eux de l'évolution technologique et de la faisabilité, si oui ou non c'est faisable. Mais clairement, on se rend compte que la consommation, les études que nous, on a eues qu'on a pu mener sur certains lieux, on se rend compte que la plupart du temps, l'éclairage scénique, ça représente pas plus de 10% de la consommation du bâtiment. Oui, alors ça, en plus, c'est très très clair. D'ailleurs, j'ai discuté avec la responsable du service lumière de Chaillot, du théâtre de Chaillot. Elle a fait les mesures. Elle a fait les mesures en sortie du transformateur. Et effectivement, c'est bien le cas. Donc, il faut savoir que dans certains opéras ou certains grands théâtres, les ordinateurs en consommation, la consommation des ordinateurs en veille toute la nuit consomme plus que l'éclairage scénique. Bon, après, oui, d'autres questions ? J'avais une question sur la LED, justement sur les grosses sources, les sources qui sont les plus consommatrices d'énergie, je pense aux 4 kg HMI et ce genre de sources. Est-ce que du coup, on a des alternatives en termes de puissance lumineuse en LED qui arriveront un jour si on continue sur cette évolution-là ? Là, on va retomber sur la problématique. En fait, c'est une question le gros avantage d'une lampe à décharge. Il y a un gros inconvénient, c'est qu'on ne peut pas la graduer, de 0 à 100%. Le gros avantage, c'est la luminescence. Sur une toute petite distance, on a une énorme intensité lumineuse. Donc c'est pour ça que la lampe à décharge est extrêmement utile. Et ce qui va faire qu'on va avoir un système optique, qu'on va pouvoir avoir une source vraiment toute petite et avoir une projection avec une seule ombre. Le problème des LED, c'est que c'est de l'électronique, ça chauffe et on est extrêmement dépendant du rendement et de la température ambiante. Et ça, on est obligé de faire on est limité en puissance par la LED. Ça a évolué parce qu'avant on partait d'une LED qu'on avait sur une télé. Donc ça évolue, mais on est obligé de faire des clusters de LED, donc rassemblés. En plus, on a des problèmes de dissipation thermique. Et donc c'est ce problème
de faire un moteur plus ou moins étendu, c'est que il faut faire une optique extrêmement complexe pour pouvoir mélanger. Et le problème à l'heure actuelle, c'est que oui, on arrive à des pleins d'ombre. Après, tout est améliorable, mais tout est une question on est dans une industrie qui est toute petite. Faire beaucoup de développement, ça coûte très cher. Et vous, en tant que théâtre, derrière, la première réponse, c'est « Ah, mais on n'a pas les budgets ». Donc faire des appareils parfaits avec une seule ombre pour arriver à avoir que quelques projecteurs, parce que tout le monde est content, mais personne ne peut les acheter, ça sert à rien non plus. C'est de la grosse problématique. On est tributaire comme tout le monde des lampes. On n'y est pour rien. S'il n'y a plus de fabricants de lampes halogènes, on ne les fabrique pas. Moi, je ne suis pas salarié chez General Electric ou Osram. J'ai aussi une autre question qui est plus liée à l'évolution de la LED, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont théorisé ça quand il y a eu des gros remplacements d'éclairage public sur les passages à la LED, où ils ont constaté une pas si grande différence en termes de consommation, parce que du coup, comme la LED consomme moins, on a tendance à en mettre plus. Et est-ce qu'il y a aussi cet effet-là qui est observé à certains endroits? Il y a quelqu'un qui va pouvoir nous répondre à ce sujet. J'ai introduit la LED dans l'éclairage public il y a une dizaine d'années. Non, c'est juste. On a un très grand gain énergétique, les LED. Même si je mets 20 LED dans un luminaire, ça compense ce qu'on dépensait avec une sodium 250 watts ou une iodure 250 watts. Non, on a un vrai gain énergétique. On a une disparition de la qualité de la lumière considérable. En éclairage public, beaucoup, parce qu'on s'est battu pour avoir des indices de rendu des couleurs, encore un IRC à l'époque, parce que on ne va pas les mettre, on ne va pas utiliser du TM3020 pour éclairer la rue. Hein. D'accord, hein. Ce n'est pas les mêmes types de LED quand même. Et pourtant, moi je me suis battu pendant 40 ans pour qu'on éclaire l'espace public correctement, avec des lampes de qualité qui restituent l'intégrité des êtres et des choses qu'elles éclairent. Mais voilà, enfin bref, non, mais du coup, en éclairage public, c'est un très grand gain énergétique. Et on n'a pas la même... c'est pas un théâtre, l'espace public n'est pas un théâtre. Pourtant, pendant 30 ans, j'ai éclairé l'espace public comme un théâtre. Il paraît que c'est un facteur 9 facilement. J'ai entendu dire que c'était une réduction d'un facteur 9. Oui, tout à fait. Mais enfin, si tu veux, la problématique, c'est que les élus ne savent pas de quoi ils parlent. Donc ils ont dit, comme en 73, que c'était l'éclairage public qui consommait le plus dans la ville. Et pendant ce temps-là, tu as l'enseigne de Carrefour, où il y a encore des tubes néons qui tirent 30 kg de puissance, qui restent allumés toute la nuit. Et là, il n'y a aucun politique qui lui dit éteins ta lumière. Non, si j'éteins ma lumière, je m'en vais dans la ville à côté. Quand on veut éclairer, j'ai fait tout le plan lumière du quartier de la Défense. Un escalator à la Défense, enfin partout dans les centres, un escalator c'est 16, 30, 40 kilos de puissance. Les escalators à la Défense, ils marchent jour et nuit. Et moi j'ai beau faire de la gradation, maintenant que j'ai de la LED, en éclairage public, on fait de la gradation. Donc avec la LED. C'est ça qui a été le grand retour, sympa. Je crois que c'est ce que... Avec l'incandescence, on graduait, et puis maintenant... Par rapport à ce que tu disais, j'ai vu ta question, mais juste par rapport à ce que tu disais en début, toi, les LED, tu les as utilisés pour remplacer des décharges. Principalement, oui. On a remplacé les 1200 HMI qu'on avait, les robots 1200 HMI qu'on avait. Dans la salle, c'est différent. On a pris des robots LED pour des raisons surtout pratiques, parce que la salle au Châtelet est un peu compliquée pour aller régler les projecteurs, etc. Donc on a mis des robots, en fait, pour éviter le problème. C'était des projecteurs qui étaient allumés pendant tout le spectacle à 100%. Ah, les décharges, oui, complètement. C'était du 8h du matin à minuit. C'est là où l'économie d'énergie se fait énormément. C'est que les projecteurs décharge qui sont allumés une demi-heure avant le spectacle. Non, plus que ça. Puisqu'on fait le check pour un spectacle à 20h, on fait un check à 16h30. Donc même ils peuvent être allumés à 14h. Et qui vont être allumés jusqu'à la fin du spectacle. Oui, parce qu'on évite de les couper, parce que sinon on perd aussi des données si jamais on coupe. Donc ça dépend.
Ça dépend du temps de coupure, en fait. Et la grosse différence va se faire à ce niveau-là, où la LED, elle va jouer on va consommer principalement que quand elle va être utilisée. Oui, tout à fait. Et c'est particulièrement vrai sur les plateaux télé, c'est encore pire. Oui. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais la lampe halogène en spectacle pur consomme moins, énergétiquement parlant, que la LED. Parce que effectivement, là on parle de la consommation à l'instant T, mais il faut parler de la consommation, de la dépollution de la LED, dont personne ne parle parce que pour l'instant personne ne s'est dépollué, et de la fabrication de la LED. Et quand on fait ça, autant c'est faux en éclairage public, autant c'est faux en lumière de service ou dans l'architecture, autant en spectacle, où les projecteurs sont finalement très peu utilisés à puissance maximum. Je parle de 1000 watts allumés, il est rarement assez pendant 2 heures pendant le spectacle. Eh bien, finalement, quand on va mettre de la LED, si on part de la LED n'existait pas jusqu'à la LED n'existe plus, on aura consommé bien plus que ne consommerait une lampe GX95 où il y a un petit bout de tungstène et 2 bouts de silice et un petit peu de cuivre. Il faut prendre... avéré et techniquement calculé. Si on fait le calcul, il faut aussi prendre en compte l'électronique du gradateur. Oui, c'est ça. Alors, après, il faut prendre... on n'est pas obligé, on peut revenir au tuyau à résistance. mais dans le principe, ce qui est certain, c'est que la LED, en tant qu'utilisation dans le spectacle, c'est un nouvel élément extrêmement intéressant, super à utiliser, génial, à condition de savoir que non, on ne veut pas une ombre unique. Oui, il y a des trous dans la raquette, mais c'est comme n'importe quoi, les trous dans la raquette, ils sont esthétiquement intéressants à utiliser. Il n'y a pas de mauvaise LED, il n'y a que des mauvaises utilisations de la LED en spectacle. Ok, alors après, il y a un vrai sujet qui est le problème justement énergétique. Là, actuellement, on le voit bien, donc on est dans une crise énergétique très importante. Donc, est-ce que la réponse à ça, c'est pas non plus aussi... c'est-à-dire que d'un côté, il y a un déploiement, c'est-à-dire une réduction du nombre dans des plans de feu, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une approche comme ça à élaborer? J'ai vu qu'il y avait un des débats, justement, qui était aujourd'hui, qui s'appelle « Moins d'1 kWh par spectacle, des artistes s'imposent la sobriété énergétique ». J'aurais aimé y assister, effectivement. Bon. C'est une question à soulever. Ben moi, je pense que moi, c'est plutôt l'utilisation des robots qui a fait qu'on a utilisé moins de projecteurs. Il y a 10 ans, nous, le montage, c'était 400 projecteurs. Maintenant, si c'est 100 projecteurs, c'est un maximum. D'accord. Ah oui. C'est sûr qu'il y a une économie de moyens là-dedans. Il y a une économie de moyens, c'est certain. Je le vois très bien, là, je viens de dessiner un plan de feu pour l'Opéra de Lyon. Donc, bon... Il se trouve que justement, j'ai utilisé beaucoup 52 kilos incandescence parce que optiquement, c'était d'une part, ils ouvrent à 70 degrés, ça c'est une chose, et ensuite, moi, j'avais besoin d'aplats extrêmement importants sur une très grande surface, puisque le plateau que j'éclaire, il est très très grand, et j'ai besoin d'aplats. Donc, je suis parti de là finalement. Et ensuite, j'ai mis que de la LED, que des robots à plusieurs points et stratégiques. Et je vois très bien que là, il n'était pas question. Donc on va quand même passer un certain temps à régler ces appareils incandescents. Mais là ensuite, la versatilité qu'on possède avec le projecteur motorisé fait que j'ai mis beaucoup moins d'appareils que de ce fait-là, en fait. Bien que... Voilà.
Ensuite, ce qui est certain, c'est on passe dans un autre monde quelque part, c'est-à-dire c'est la gestion maintenant, la gestion de ces appareils, c'est vraiment une autre démarche. C'est vraiment une autre démarche. Ça devient très complexe en termes de réseau, ça devient très complexe en termes de qualification. Et je me posais la question, justement, quand vous développez la trappe suivie ou des choses comme ça, qui vont permettre de venir. Alors, j'ai vu que justement, il était possible, parce qu'il n'y a pas que des grandes salles. Donc il y a aussi des petites salles. Et puis il n'y a pas que des grandes salles en France, il y a aussi d'autres salles dans d'autres pays qui sont en voie de développement. Donc il y a vraiment une question de rusticité. C'est-à-dire que si ça devient très 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 sophistiqué, qui va pouvoir les utiliser? Donc effectivement, quand la trappe Sully peut être un des modes, c'est de garder un seul canot, c'est ça? La Sully, on est vraiment parti d'une feuille blanche en se disant qu'est-ce qu'on ferait à la place d'un utilisateur? C'est quoi la vie d'un projecteur? Mettez-vous à notre place. Tous les fabricants, vous êtes mis à notre place. Voilà, et de pas raisonner en solution technique. C'est vraiment de se dire comment on peut rendre le projecteur le plus simple possible et faire abstraction de ce que tout le monde fait et d'imbriquer des fonctions sur des fonctions sur des fonctions. Et de repartir au fondement et se dire comment on peut travailler. Et si je travaille dans ce mode-là, c'est intéressant et j'ai pas besoin de cette fonction. Et d'avoir vraiment quelque chose de simple et lisible. C'est un peu déroutant au début parce que ça casse les habitudes, mais si on suit la logique du projecteur, c'est extrêmement simple. Et il y a aussi la possibilité de recréer sa propre source lumière. Donc là, on parle de points colorimétriques, puisque la composition spectrale, on n'arrivera jamais à recréer un spectre d'halogène avec dans l'occurrence que 4 couleurs. Mais on va pouvoir choisir le type de source qu'on veut simuler et le filtre qu'on veut utiliser, on le rentre dans le menu et après on n'utilise qu'une voie de gradateur pour pouvoir contrôler l'intensité. Qu'une adresse, pas de gradat. Une voie de gradation, pardon. Une voie, un circuit de gradation. Merci Pilo. Oui, ce qui simplifie quand même la question du réseau. Oui, et là, c'est rigolo parce qu'en tant qu'éclairagiste, toi, tu vas nous dire, ouais, mais le 202, il n'est pas assez comme ci, il est un peu trop vert et machin. Et là, on sera coincé parce que vous adorez nous faire toujours changer un petit peu. Et donc là, ça va être très compliqué. Donc je pense que c'est quand même bien de garder un peu la main Après, sur on a les été dépendant des fabricants de gélatine, hein, donc aussi. Donc, début et fin de rouleau. Donc, on est toujours dépendant des fabricants quelque part. Mais la LED, grâce à la couleur, permet quand même d'avoir une possibilité d'ajustement. Oui. Et ça, on l'avait pas avant. C'est une vraie évolution. Oui, moi j'en suis très heureux. Oui. Il y a déjà plusieurs types de lampes. Il y a les longues durées qui sont en 2009 et puis les studios qui sont en 3002. Ça peut prendre des proportions. Moi, je peux vous raconter une anecdote à propos de ça. C'est-à-dire que j'ai fait un spectacle au Théâtre de la Ville où il y avait un plafond en orisiode sur un plateau bois et qui était l'addition de 2 couleurs, un rouge et un bleu. Okay, donc le rouge, on a fait la création ailleurs, on vient au Théâtre de la Ville, ok, on regarde la coloration, le rouge ça va, mais le bleu c'était plus le même. C'était plus le même, vraiment pas. Et là, j'ai eu quand même une grande colère du chorégraphe en question qui avait l'œil, qui avait bien vu que c'était pas le même bleu. Donc il était beaucoup plus chaud. Ok, mystère. Donc on a fait la générale comme ça, je crois. Le lendemain matin, le chef électricien vient me voir et me dit, bah voilà, le problème c'est qu'on a changé toutes les lampes d'orisiode en 2900 degrés Kelvin. Ok, coup de bol, on a regardé l'échéancier, on a retrouvé un bleu qui était un peu plus bleu, et donc on a changé les gélatines, on a retrouvé la même teinte. Ok, et voilà, donc effectivement, la lampe en elle-même et sa température ont une incidence importante, même avec l'incandescence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'en est-il de la maintenance en fait, de ces appareils en fait, qui sont absolument impossibles à
à travailler dans un théâtre, dans un lieu. C'est-à-dire qu'on est obligé de changer tout le bloc optique, vraiment il y a un défaut. Alors, il faut toujours faire la poussière pour vider les ventilateurs. Ça, c'est important, parce que sinon, il chauffe. Oui, si on attend le changement de lampe sur les LED pour dépoussiérer, c'est un peu, c'est un peu dur. Il ne faut pas oublier, sur la durée de vie des LED, c'est la question qu'on a le plus souvent, je pense, un pilot. La LED est un composant électronique. Donc la LED, il peut y avoir autant de défauts sur la LED que sur les autres choses. Généralement, quand vous avez un ordinateur en panne à la maison ou une télé, c'est rarement le processeur, c'est souvent l'alimentation. Un ordinateur ou un projecteur, c'est la même chose parce que c'est des composants électroniques, les LED. C'est au même principe. On va retrouver les mêmes composants qu'un ordinateur, on va avoir une alimentation, un processeur. Et là, en l'occurrence, un LED, la LED est un composant électronique comme un autre. Oui, d'accord. Qui peut réparer ça, en fait? Alors, il y a plusieurs composants qui sont changeables, c'est ce que je dis. Il y a l'alimentation qui est un bloc à part, que quasiment tout fabrique. C'est un bloc, il faut retirer les quelques cosses et la lime. Et ensuite, il y a les drivers qui ramassent souvent, qui remplacent donc les gradateurs, qui sont souvent une carte séparée et qui chauffent aussi. Et après, il y a la dalle de LED. Et là, étant donné la durée de vie théorique de la LED... Non, mais j'ai eu le problème avec une ZEP il n'y a pas longtemps, en fait. Et en fait, personne n'a pu me dire où la faire bien diagnostiquer facilement, en fait. Donc c'était un périple qui a duré 2 mois. Je dirais que le plus simple, c'est qu'on a la chance d'être fabricant français et de tout fabriquer en France. Donc un coup de fil à l'usine et on aurait pu soit repasser, on fait de la maintenance de beaucoup de théâtres directement. Donc on est capable, on a des techniciens qui se déplacent et qui font la maintenance ou on récupère les machines chez nous sans problème. Il y a une formation, parce que par exemple moi j'habite dans le Nord, donc je vous ai appelé d'ailleurs pour ça. Ils sont dans le nord de Paris. Dans le nord de la France. On est même en région Hauts-de-France en fait. Oui, je sais, parce qu'on a été là-bas, mais ça a été très compliqué que prévu. Que même ne serait-ce qu'avoir le diagnostic du bloc, savoir ce qui allait pas, et c'est un driver évidemment. On va utiliser des appareils comme ça, il va falloir à un moment donné que ça donne un oscilloscope, ne serait-ce que savoir ce qui peut se passer en fait et à quel endroit. Parce que si c'est juste une carte à changer, ça va, mais s'ils vont oublier de sortir tout le bloc pour l'emmener et le faire voir, ça devient très complexe. Il y a un problème de poids, de taille. Vous voulez des projecteurs qui pèsent rien, qui ne fassent pas de bruit et qui durent longtemps. Donc c'est miniaturisé. En tout cas, chez OTC, je sais que c'est un vrai problématique. Quelque chose qui est réparable. Et il faut qu'il ait une boîte séparée. Donc la lime, oui, c'est facile à changer. Pour le reste, les nappes sont plus fines. Donc après, il faut y aller avec douceur et amour. Je vais essayer de répondre parce qu'on a eu le même problème avec le début des jeux à mémoire. Et la réponse, c'est avoir le numéro de téléphone de l'technicien qui sera le numéro de téléphone le samedi soir ou dans la nuit du samedi au dimanche, être capable d'appeler la bonne personne et elle saura où trouver le projecteur ou à l'époque le jeu d'orgue de remplacement ou la carte. Mais dans la réalité vraie, personne maintenant ne va s'amuser à démonter un pupitre. Je veux dire, le principe. Et finalement, sur les LED, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir le bon numéro de téléphone et être sûr que la personne, elle, vous fera un démontage via Skype ou Zoom, à la limite. Mais c'est utopique de penser qu'on peut démonter. Il s'agit d'ordinateurs, ça ne viendra personne. Je vois des Macs qui sont là. Combien de personnes savent changer les cartes mères sur le Mac? Ok, là on est en train de poser le problème d'un développement de technologie informatisée, voire connectée, etc., qui est quand même, il y a une certaine forme de fragilité là-dedans et de difficulté, alors que c'est en train de nous envahir complètement. Donc en fait, moi, voilà. Non, moi... Chez OTC, il y a un numéro d'astreinte, mais... Et vous êtes sur TeamViewer et vous rentrez sur le spot. C'est pas moi, je sais. Il y a un numéro qui est je pense qu'il faut faire la différence sur notre site. entre une console et un projecteur. Une console qui tombe en panne, c'est tout le spectacle qui ne marche pas. Un projecteur qui tombe en panne,
Normalement, il y en a d'autres dans le spectacle. Non. Mais pour répondre, par exemple, sur le ZEP, on a une efficacité énergétique qui est très élevée. Et ça, c'est des trucs qu'il faut qu'on maîtrise. Et ça, un changement de LED, par exemple, ça peut se faire que chez nous, parce que la jonction entre la LED et le système de refroidissement est primordiale. Il faut que... Ça, c'est pas quelque chose qu'on va déléguer, parce que la façon dont on va mettre la pâte thermique et on va raccorder la LED au refroidissement est absolument critique si on veut garder le niveau d'efficacité du système. Une LED, son rendement peut tomber très très vite si elle est mal gérée. Et ça, il y a une grosse différence, c'est que l'halogène ou la décharge, ça va émettre la même lumière quelle que soit la température environnante. La LED, elle, c'est un composant électronique. Suivant sa température ambiante, les efficacités sont absolument totalement différentes. Mais pour rebondir, c'est pour ça qu'on a toujours des spares, en fait. Hein. Quand on a des pannes sur que ce soit les LED ou même anciennement les robots ARC, on avait toujours 2-3 spares systématiquement qu'on n'utilise pas. Et si on a une panne, on change et on l'envoie au fabricant. Hein. On répare pas nous. Hein. Alors vous avez les moyens conséquents, je veux dire, c'est que les fabricants ne vous offrent pas un deuxième appareil pour le prix d'un, quoi. Non, c'est sûr qu'on a des moyens, j'en suis conscient, hein, mais... D'un coup, c'est que même maintenant, même les d'or, en fait, ils les doublent parce qu'ils savent que ça peut planter. Bah, nous, c'est comme ça depuis des années, hein, qu'on a toujours un backup, hein, depuis très très longtemps. C'est une question de rusticité des matériels. Moi, je pense que quand même, en éclairage architectural et urbain, je veux dire, ce sont des... Mais les appareils à LED, ils ont une durée de vie assez importante. Non, on a basculé de technologie et on ne change plus les luminaires en éclairage public. C'est-à-dire ? On ne change plus les sources ni les composants. Un luminaire, il tombe en panne, il rentre chez le fabricant ou il est jeté. Et ils font la même chose, eux. Bientôt, tu vas avoir chez Julia, ça va être la même chose. Tu n'auras plus un spot pour voir comment il marche. Ah, mais... Parce que ça te permettra de ne plus savoir comment ça marche, la lumière. Ok, là. Laurent, mais là, ma brosse à dents, moi j'ai acheté une brosse à dents, elle est connectée. Hein, donc, si tu veux, voilà. Donc, oui, je sais bien. Ça, bon, c'est encore une autre question. C'est encore une autre question. Mais les praticiens. Non, mais ça, donc, ça revient à la même question. La ZEP, elle a duré 5 ans, en fait. C'est très peu, en fait, pour un producteur. 50 000 heures, les durées de vie des luminaires. 5 ans, c'est rien du tout. Donc, ça veut dire le remplacer de toute façon. Ouais. Vous vendez là, quoi. On parle d'un projecteur sur combien? Non, mais il ne parle pas d'un seul, mais ils en ont 6, en fait. 1 sur 6, c'est énorme. Et ils ont... Oui, enfin, là, on est sur des défauts qui peuvent arriver. C'est quoi nous, on peut voir là, sur les ZEP, les statistiques qu'on a, on a très peu de retours sur ces produits-là. Et alors, malheureusement, ça arrive que des fois, il y en ait un sur une installation qui tombe en panne. Philippe, tu me disais quand même que les dalles dans les découpes ETC, elles sont garanties 10 ans. Les projecteurs, ils sont testés dans un usage à 20 degrés. Dans un labo, c'est pas nous qui le faisons. Ils partent dans un labo, ça dure 14 mois. Il y a un test réel et puis il y a du calcul. Donc le calcul, c'est calculé. Donc ils interpolent ou ils extrapolent. Et pour sortir une valeur, qui est donc des mesures environ 6 à 10 000 heures, plus du calcul pour déterminer dans combien de temps on aura perdu 30% de lumière dans les conditions du labo. Et on tombe sur des valeurs d'environ 55 000 heures. Ce n'est pas l'extinction de la LED. Alors ça, c'est les valeurs que nous on donne, c'est quand la luminosité atteindra 70%. C'est-à-dire qu'on aura perdu 30% dans les conditions du labo dans 54 000 heures, c'est-à-dire dans 6 ans. Mais sur un échantillon de 90%. C'est un B90. Je sais. Non, L70. Oui, mais là, après, parce que il y a toujours une autre lettre associée qui est le nombre de machines qui ont survécu au test. Que ce soit du point de vue de la caractérisation de la lumière LED et du point de vue de son utilisation, on parle de la même chose, c'est-à-dire de l'évolution et des mutations des pratiques. C'est-à-dire que vous disiez il n'y a pas très longtemps, en début de conférence, que c'était beaucoup plus simple de tourner avec sa petite valise de diffuseur, sa petite valise de LED et d'enchaîner. Et en fait, oui, parce qu'on était habitué, parce qu'on savait que là, cette lampe-là, elle est un peu plus vieille, on va rajouter un peu son bleu, etc., etc.
Et d'un point de vue d'un éclairagiste, on se retrouve confronté à d'autres problèmes qu'on ne maîtrisait pas. Et pour moi, c'est la même chose d'un point de vue technique, c'est-à-dire que qui, en 5 ans, n'a jamais fait de maintenance sur une découpe trave, en fait, qui n'a jamais changé la jouille, qui n'a jamais nettoyé le miroir, etc., etc. Et donc, en fait, là, on se retrouve à faire de la maintenance sur d'autres choses qu'on maîtrise plus. Et c'est là, en fait, pour moi, le gros point de choquement pour l'instant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se forme et comment est-ce qu'on fait évoluer la pratique des éclairagistes et des métiers techniques sur appréhender ce nouveau matériel. C'est-à-dire d'un point de vue technique, ça veut dire en fait être un ingénieur en électronique. Alors je sais qu'il y a certaines grosses maisons qui peuvent avoir la chance et les moyens d'avoir des personnes en interne qui peuvent s'occuper de la maintenance. Sinon ça veut dire en fait passer par les fabricants et mettre en place des chaînes de maintenance. Pas forcément ça peut être des revendeurs, des prestataires. Et d'un point de vue des éclairagistes, c'est comment est-ce qu'on appréhende ces nouvelles choses, et la source parfaite n'existe pas. Donc c'est comment est-ce que la projection du filament qu'on avait avec le tungstène et qu'on aimait bien dont elle est faite, oui ça n'existe plus, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre avec les sources LED? Évidemment ça sera forcément différent, mais comment est-ce qu'on peut retrouver cette cuisine-là et comment est-ce qu'on peut appréhender ces projecteurs? Et pour moi le basculement technologique dans lequel on est fait que cette technologie est très récente et que à la fois nos yeux et nos peurs ne sont pas habitués en fait à cette lumière. En tout cas, ne l'ont pas intégrée profondément. Et je pense que c'est pour moi une grande partie de ce qui fait les résistances actuellement et ce qui fait qu'on pourrait ne pas trouver cette lumière LED belle ou intéressante, c'est qu'en fait elle est différente. Autrefois, éclairagiste, il fallait être électricien. Aujourd'hui, éclairagiste, il faut être électronicien. Oui, bon, ça, qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, c'est un processus généralisé de l'évolution de la société. Donc, comment tu peux... Donc, il faut bien s'adapter à cette situation-là. Moi, je le vois comme ça, Laurent. L'ensemble de ta voiture, tu vois comment est ta voiture maintenant? Ok, je veux dire, il faut être électronicien pour. Enfin, même tu peux plus rien faire. Tu peux pas toucher à un carburateur. Enfin, ça n'existe même plus cette notion-là. Donc, effectivement, je prends l'exemple de la voiture, mais je te dis, je peux prendre l'exemple de n'importe quelle d'une brosse à dents. Enfin. Je suis allé. Autre anecdote. Je suis allé dans mon immeuble. Un de mes voisins m'a demandé, alors, puisque vous travaillez dans la lumière, venez m'aider, j'arrive plus à allumer mes lampes connectées. Effectivement, il avait acheté des lampes connectées, ok. Donc alors là, c'est terrible, parce pour les faire marcher, il faut son téléphone. Donc j'ai fait toutes les manipulations possibles pour essayer de updater l'application en question, etc. Et ben non, on n'y est pas arrivé. Donc j'ai passé une demi-heure à essayer de les faire fonctionner. Donc qu'est-ce qu'il fait? Non, mais là, je prends un mauvais exemple. Il y a 3 lampes, donc ça éclaire trop fort. Il y en a divisé 2, il en reste une au milieu, parce qu'avant, il pouvait la graduer. Non, mais c'est vrai. Bon, moi, je me suis dit, quand même, c'est trop compliqué, quoi. Il y a des choses qui doivent rester un peu, quand même, plus simples. 12 € chez Casto, ah bon? Ce type de matériel, c'est pas comme les projecteurs scéniques. Ah, oui. Rien à voir. Moi, j'ai une question. Les projecteurs à LED qui sont garantis 10 ans, dans ce que tu dis, si au bout de 6 ans, ils ont perdu 30% de leur valeur... Il ne faut pas les éteindre. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que avant les 10 ans, on peut mesurer combien ils produisent de lumière au bout de 9 ans par rapport au début, et puis les renvoyer en disant, bon, il est encore sous garantie, il ne produit plus autant de lumière qu'au départ. Est-ce que la garantie joue? La garantie, la garantie, c'est qu'ils vont toujours fonctionner. On peut te garantir aussi qu'ils vont perdre la luminosité. Mais en fait, est-ce que vous êtes prêt à attendre 10 ans pour qu'on vous donne la valeur? Parce qu'on ne peut pas faire le test, on ne peut pas en accélérer. Non, en tout cas, c'est vrai que moi, je trouve que 6 ans, mais c'est vraiment très peu, même 10 ans. 6 ans, 24 heures sur 24, ça ferait combien de lampes halogènes? Et où tu as un projecteur qui s'allume 24 heures sur 24? Mais pas, c'est le calcul qui est déterminé. Je vous explique le principe de test LM84, excusez-moi. Ça fait, si vous faites 2 heures par jour, ça fait 70 ans. Non, mais ils ne tournent pas 24 heures sur 24, effectivement. On est bien d'accord. Beaucoup moins. Mais en même temps, ils sont montés, démontés, chargés dans des camions, manipulés, etc. Ce qui est peut-être plus accidentogène pour le projecteur lui-même que de rester à Moi, je vais vous donner une autre réponse qui ne va pas plaisante, mais dans 10 ans, il y aura beaucoup mieux.
Oui. Donc il y aura de l'obsolescence, ce sera désuet, mais il fonctionnera toujours. Mais et vous verrez sans doute, il y a peu de chances qu'on voit qu'il a perdu de la lumière, mais le projecteur qu'il y aura dans 10 ans, il y aura la série 4 ou 5, et donc il sera forcément plus lumineux, plus spectre plus riche, plus... Je vais rebondir là-dessus parce que on va être proche de la conclusion de cette table ronde. Justement, comment vous voyez le futur, justement? C'est quoi votre vision de l'avenir et des développements? Alors, moi, je ne sais pas, j'y connais rien en laser. Je peux donner une chose. Ouais. Alors, une autre source, j'en sais rien, mais il y a une chose qui est importante, c'est que la place du pupitreur est un accompagnant qui devrait être plus proche, avec une vraie relation avec l'éclairagiste, puisque du coup, il l'accompagne sur les demandes réelles. C'est pas juste plus 2% de ça en plus ou en moins, c'est... Tu vas dire, fait un peu plus chaud, fais ceci, c'est cela. Et pour moi, le travail du jeu, c'est pas qu'appuyer sur des boutons, c'est pas une machine à écrire. C'est vraiment faire un vrai travail d'assistance, d'assistant éclairagiste, c'est-à-dire essayer de produire ce qui est demandé. Parce que le temps de réglage, il réduit, mais il disparaît pas, il est remplacé par du temps de conduite. Ouais, en tout cas, pour moi, il faut quand même peut-être revenir à la source de ce que c'est que la création lumière. C'est quand même c'est pas, comment dire... Il y a quand même le problème du plan et de la structure. C'est quand même un choix c'est un choix de positionnement d'appareil dans un espace. C'était ta question pour le futur. Pour moi, le futur, c'est que l'opérateur, il sera encore plus sollicité. Il est de plus en plus sollicité. Ça rejoint tout le monde. C'est de plus en plus compliqué. Et je pense que ça va être de plus en plus important. Mais sinon, par rapport au projecteur, pour le futur, j'imagine c'est que dans un théâtre, en gros, l'ensemble du parc matériel sera renouvelé en gros tous les 10 ans. Et c'est ce que je trouve assez dramatique. Mais c'est le problème pour tous les appareils, pour les voitures, c'est pareil. Plus personne n'est capable de réparer sa voiture, alors qu'avant on réparait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a de l'halogène. Enfin, il n'y en a plus ou presque plus. Il reste les parts. Là, il reste les parts. Mais ce qui va se passer, c'est que la transition, elle va se faire lentement. Et ensuite, aujourd'hui, la standard, c'est l'halogène. En petit à petit, on rajoute de la LED. Ça va basculer tranquillement de l'autre côté. À la vitesse des finances. Et de la capacité à produire. Il faut, même si vous avez tous des carnets de chèques remplis et capables de commander aujourd'hui, nous, on n'a pas les composants sur les étagères. Là, il y a un problème, c'est que tous les composants qu'on utilise actuellement sont les mêmes que dans toutes les industries, l'automobile, tout ce qui est innovation écologique, ça passe par l'informatique, du connecté, et on est tous en pénurie de composants. Et nous, comme on est la plus petite industrie derrière, on récupère ce qu'on peut récupérer, et c'est extrêmement difficile. De toute façon, l'avenir, c'est la pénurie et la décroissance. Non, il y a, dans le côté avenir, et on a une note plus positive, petit à petit, les projecteurs, on arrive à gagner en efficacité. C'est-à-dire qu'ils chauffent un petit peu moins, du coup, on peut réduire un petit peu la taille. Quand on arrivera à les miniaturiser suffisamment, l'ombre s'améliorera. Et du coup, en gros, on gagne en rendement. La Color Source, c'est un projecteur qui a été développé il y a 5 ou 6 ans. Le modèle actuel, il consomme quasiment la même chose qu'avant. On a gagné 40 à 50% d'efficacité. Oui, parce que celui d'avant, celui qui a 6 ans, sur notre stand, ils y sont et ils font la même lumière qu'il y a 6 ans. Donc, et si en gros ils faisaient la lumière de ce qu'on aurait appelé une cycliode 1 kg, parce que moi je les ai mises en cycliode, elles font toujours le boulot. Donc si avant 1 kg halogène ça marchait, aujourd'hui 1 kg LED, on va dire 180 watts LED ça marche, dans 10 ans, même s'il y aura un super truc qui consommera moins, il sera toujours OK. Sauf si le driver a lâché ou que la lime ait besoin d'être changée. Et il y aura juste mieux, mais comme un ordinateur, comme un téléphone. Et l'efficacité, ça c'est un gros facteur, parce que ça sert à rien de mettre des centaines de watts dans un projecteur. Si c'est mal géré, ça fera autant de lumière que 2 fois moins de puissance en entrée. Et ça, c'est un facteur aussi qu'on aurait pu développer, qui est le rendement en lumens par watt, vraiment ce qu'on récupère en sortie. Et ça, c'est la façon de gérer la LED, et notamment thermiquement, et pour optimiser et obtenir le maximum de la LED. Est-ce que je peux dire que dans 10 ans, il y aurait plus de dramaturgie, moins de projecteurs, et changer le nom du pupitreur pour le nommer interprète, parce qu'il interprète la lumière que
conçoit le concepteur, et que déjà, si on parle d'interprète, on a une véritable évolution, indépendamment du problème de la LED, mais la décroissance, oui, et la décroissance, c'est au prix d'une meilleure utilisation, d'une meilleure dramaturgie et d'une utilisation raisonnée du matériel, oui, je crois. Oui. Ça, c'est une vraie bonne utilisation de la LED. Ok, bah voilà des perspectives intéressantes. Je pense qu'il faut apprécier le fait que la LED offre des outils supplémentaires et des qualités lumineuses qu'on n'avait pas avec l'halogène. Et c'est important de voir ce côté-là de la LED, parce que le côté écologique, on n'en est pas complètement sûr. Mais en tout cas, le fait que ça apporte des choses, au niveau de la couleur en particulier, c'est très important. Ok, bah je crois qu'on va conclure cette table ronde. Je vous remercie d'avoir été présent et d'avoir alimenté le débat. Merci.